sommes entre nous, dans le Rapa Show, qui va commencer incessamment. Petite transition. Tu trouves pas ce fond blanc derrière? Mais ouais, à côté, d'ailleurs, un être de lumière. J'ai eu le paradis du Great Reset. Voilà, nous sommes avec un Elohim aujourd'hui. Qui est venu avec un copain lémurien, mais qui souhaite rester anonyme pour l'instant. Non, il se cache tant que nous sommes pas prêts à les rencontrer. Néanmoins, il a laissé quelques indices. Puisque il s'avère que tu as enquêté sur une histoire assez incroyable, qui est une histoire qui se passe dans un désert américain, aux United States, et qui est une sorte d'histoire de monolithe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? J'ai suivi ça à travers les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est alors qu'on est submergé d'infos quand même plutôt angoissantes. Ouais. Ah bon, non. Tout de suite le pessimisme. Voilà, et tout d'un coup, un monolithe apparaît. Et ce monolithe, c'est On a c'est quand fou. même Castex, je te rappelle. Oui, un monolithe. Et ce monolithe ce truc-là a été partagé des millions de fois en quelques heures. C'est fou la façon dont une découverte comme celle-là peut exciter l'imagination des gens. Alors, à mon sens, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est... Déjà, c'est le monolithe. Alors, ceux qui n'ont pas vu ça, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup, mais c'est quoi? Un truc de 2 mètres de haut, à peu près, en métal poli, miroir. Oui, il fait même peut-être plus que 2 mètres. Hein. C'est assez haut. Hein. Ouais. Métal poli, très, très géométrique. Hein. C'est quoi? Comment ça s'appelle, cette forme, d'ailleurs? J'ai jamais été doué en maths. Un parallélépipède. Non. En fait, alors, si, le premier, il a vraiment une forme de monolithe, puisque en fait, c'est 3 faces. C'est 4. C'est 4 faces. Ah bon? Oui, c'est ça. Je crois qu'il est sur 4 faces. C'est un bloc rectangulaire, en fait. Un parallélépipède rectangle. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout avec un minimalisme assez poussé, c'est-à-dire que c'est vraiment juste une matière polie et présentée dans un lieu, qui a été mis en scène dans un lieu tout à fait au fin fond, effectivement, d'un désert, je ne sais plus exactement, de l'Utah, voilà. Je crois que c'est ça. Et ce monolithe a été découvert un peu par hasard par des pilotes d'hélicoptères qui devaient surveiller la zone et qui ont vu ce truc briller au milieu du désert. Donc ils se sont dit, c'est quoi? Ils se sont posés assez facilement, pas très loin. Puis ils sont allés à pied voir ce truc et ils ont fait des photos. Et c'est donc ces premières photos qui ont été postées et partagées des millions de fois parce que il y a évidemment la référence... C'est triangulaire, je te signale. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Donc merci, monsieur Vienno, l'Elohim expert du monolithe. Merci. Qu'est-ce qui est triangulaire? Eh bah, ça s'appelle le monolithe? Ouais, tout à fait. Ça s'appelle... Mais est-ce que celui-là était triangulaire? Non, je crois pas. Le monolithe de l'Utah était un pilier métallique qui se trouvait dans un canyon en grès rouge dans le nord du comté de San Juan, dans l'Utah.
Le pilier mesurait 3 mètres de haut et était constitué de tôle 3 rivetée dans un prisme triangulaire. Triangulaire, d'accord. 3 faces. Ouais, bon. Bon, ok. D'accord. Merci de la précision. Voilà. Voilà. Bon, ça, ce qui reste vrai, c'est que c'est dans un lieu... Enfin, ça évoque plein de choses. D'abord, ça évoque évidemment un petit côté extraterrestre, puisque c'est une référence, le monolithe, à tous ceux qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Ce monolithe qui apparaît notamment au début, et puis à la fin. Alors, c'était un monolithe noir, ce monolithe de Kubrick. Oui, là, il s'agit d'un monolithe plutôt acier, comme tu l'as dit, brillant. Donc c'est très beau, parce qu'il y a d'ailleurs après des gens qui sont allés faire des photos, des superbes photos. Ça contraste beaucoup avec l'environnement dans lequel il est, des rochers, des choses assez chaotiques, et il y a cette forme géométrique, régulière, qui est vraiment en contraste avec l'endroit dans lequel elle se trouve, et puis qui reflète la lumière à certains moments du jour, surtout en fin de journée, avec des couleurs dorées. Donc c'est vraiment magnifique. Et moi, ça m'a beaucoup touché, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les années... quand j'étais à la fac, j'ai fait ma thèse sur le land art. Mmh. Parce que toi, tu faisais des études d'art. D'art plastique, voilà. Et je me suis beaucoup intéressé au minimalisme, donc notamment à des gens comme Sol Lewitt, Carl André, qui travaillaient avec ces formes géométriques. Tu parlais de triangles. Eux, ils étaient beaucoup... c'est des formes... ils utilisaient beaucoup le carré, parce que le carré est une forme sur laquelle on ne peut pas... qui est la plus neutre possible avec le cercle. Le carré et le cercle sont des formes très neutres. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire un rectangle, ça peut évoquer un corps vertical, ou une silhouette en tout cas, enfin quelque chose, ou horizontalement, c'est plutôt un paysage. Donc le carré et le cercle sont plutôt des formes attachées à la spiritualité, à des choses plus abstraites. Et le premier qui a travaillé dans ce sens, il faut remonter beaucoup plus loin, c'est Malevich, dans les années 10, 20, Malevich, qui est l'initiateur, effectivement, un des initiateurs de l'art abstrait, d'une école qui s'appelle le suprématisme. Et Malevich, lui, donnait à cette forme, donc il a fait un tableau très connu, qui est le carré noir sur fond blanc, puis le carré blanc sur fond blanc. Donc là, on est vraiment dans la notion quasiment d'abstraction totale, voire même de disparition. D'arnaque. Non, parce que... Il n'y a pas un côté un peu... Il y a un côté un peu extrémiste. Autodérision non, pas du tout, pas chez lui. Okay. Surtout pas autant chez Duchamp. Il y avait beaucoup de dérision dans son travail. Marcel Duchamp. Ouais, avec autant, et tout ça, voilà, donc il y avait un côté, effectivement... fuite en avant, donc l'art qui se déconstruit, et donc on joue là-dessus sur est-ce que c'est une œuvre, est-ce que c'est un urinoir, donc tout le jeu et l'humour de Duchamp. Chez Malevich, ça rigole pas. C'est un type qui a une pensée très presque spirituelle quand il fait sa peinture. Il veut s'abstraire des formes communes, du symbolisme qu'il y a eu avant lui. Et il veut aller vers une sorte de peinture, il y a une sorte d'absolu quoi, dans la forme, et presque de... Il adorait les icônes, hein, c'est un peintre russe donc qui s'inscrit aussi dans une tradition. Oui, dans la tradition. Dans la tradition, voilà, et donc pour lui, la peinture a une dimension sacrée, même si, évidemment, ça arrive à un moment où l'art c'est abstrait de la religion, mais il y a quand même si c'est non revendiqué, il y a quand même cette dimension-là. Alors que les minimalistes, après, donc il faut attendre, il y a eu l'abstraction lyrique, il y a eu des tas de courants qui sont apparus dans les années 30, 40, 50, et aux États-Unis, donc on a un mouvement très important qui est l'abstraction lyrique, et un des représentants qui, moi, était j'étais fan de ce gars-là qui s'appelle Jackson Pollock, donc qui est connu pour avoir fait des toiles gigantesques, avec une technique qui est le dripping. En fait, tu jettes la peinture sur la toile. Ok. Il dansait quasiment, il peignait, la toile était horizontale, et il peignait en faisant des cercles et en jetant sa peinture sur la toile. Donc avec une notion là d'énergie,
d'énergie, de force qui transparaît, presque de violence parfois dans certains tableaux, qui transparaît de ce geste. Mais un geste qui est quand même extrêmement maîtrisé. On voit quand on regarde les détails d'un Pollock que les fameuses giclures sont, voilà, elles arrivent au bord du tableau. Il y a eu tout un travail sur le geste. Et au début des années 60, comme souvent dans la peinture, c'est une querelle des jeunes contre les vieux, en fait. Et quand arrivent les années 60, il y a eu de nombreux artistes qui se sont un petit peu placés en rupture de ces mouvements de l'abstraction, qui était finalement devenu après une mode un petit peu bourgeoise pour eux. Et ils sont revenus à un art très épuré, donc en revendiquant l'héritage de gens comme justement Malevich, et en essayant de sortir l'art de toute sa symbolique, de tout son aspect représentation traditionnelle. Donc ce sont des formes géométriques, donc encore une fois beaucoup le carré, le cercle, et ce sont des formes qui sont souvent monochromes et qui n'expriment rien d'autre que ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de figuration, d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, on est en dehors de l'anecdote, au contraire, on revient à une sorte de particules de l'art, en fait, prendre la forme, la couleur, une forme, et on travaille avec ça. Mais il y a un gros travail, en fait, de mise en scène de ces peintures, et notamment de ces sculptures. C'est beaucoup des sculpteurs, en fait, qui mettent en relation cette œuvre avec l'espace dans lequel ils les exposent. Et il y a un artiste qui, à cette époque-là, s'appelle John McCracken, qui est un artiste qui fait des monolithes. Et donc là, c'est quand, là, à peu près? C'est les années 60. Non, là, on est arrivé après l'abstraction lyrique, donc on est dans les années 60, 70. C'est là que naît l'art minimaliste aux États-Unis et le land art, quasiment au même moment. Donc ils avaient d'ailleurs des affinités, parce que les gens du land art, eux, travaillaient à l'extérieur de la galerie. Ils voulaient sortir l'art de l'espace urbain pour aller explorer la nature, et en travaillant beaucoup avec des matériaux naturels, le bois, la pierre, des choses qu'ils trouvaient sur place. Il y a un artiste très connu qui s'appelle Richard Long, que j'aime beaucoup, qui fait simplement des cercles. Il marche, et puis il y a un endroit, il prend des pierres et il fait des cercles, il fait des lignes dans le désert, des choses comme ça. Et donc, pour en revenir à notre monolithe, il y a un artiste qui s'est un peu spécialisé dans les monolithes. Et donc, puisque tu viens de faire la recherche, on est sur un triangle. J'avais le sentiment que c'était plutôt un parallélépipède. Et parce qu'il a aussi beaucoup fait En fait, il déposait des espèces de monolithes contre des murs. Il y en a qui étaient en déséquilibre. Comme ça, voilà. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui étaient effectivement dressés dans une galerie. Donc il n'est pas exclu, même si j'ai pas trouvé de traces, que Kubrick soit tombé sur un de ces monolithes dans une galerie à New York ou à Londres au cours de ses voyages. Ouais, qui l'aurait inspiré pour... Qui l'aurait inspiré. Alors, l'histoire raconte plutôt qu'il a été inspiré par un autre artiste, qui est un Français, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Georges Yatrides, qui est un type qui était plutôt un peintre surréaliste, quelqu'un qui peignait justement des personnages, ça peut évoquer un peu Chagall, enfin il y a un mélange en fait de différentes influences dans cette peinture. Georges Yatrides. Ouais, alors je sais pas si c'est Georges, mais il me semble que c'est Yatrides. Et c'est un type qui peignait notamment des formes un peu monolithiques noires. Et je pense que la couleur noire du monolithe, c'est peut-être Yatrides qui l'a amené. Alors tout ça pour dire, en fait, que ce qui est marrant, c'est que tous les gens disent Ouah, c'est génial, c'est un hommage à 2001, Odyssée de l'espace. Eh ben les gars, peut-être pas. C'est peut-être justement le gars qui a inspiré le monolithe, qui lui-même serait allé poser ce monolithe dans le désert. Alors, sauf que ce John McCracken, il est mort depuis quelques années, et qu'on se dit, bon, comment se fait-il
s'il avait lui-même placé ce monolithe à cet endroit, que personne ne l'ait trouvé depuis quand même un certain nombre d'années. Voilà, ça c'est une première énigme. Parce qu'il est mort quand exactement ? Je crois qu'il est mort en 2013, un truc comme ça, enfin dans les années il y a 2010, quelques années, ouais, okay. Voilà, dans les années 2010. Et alors, son fils, on a évidemment interrogé forcément les gens qui connaissent son œuvre et ces fameux monolithes se sont dit, est-ce que ce serait pas une œuvre de McCracken ? Et donc on est allé interroger des amis à lui, notamment un peintre très connu qui est de la même époque, qui s'appelle Edward Ruchka, qui lui était plutôt un peintre qu'on a classé dans le pop art et non pas dans le minimalisme, mais encore une fois ils se connaissaient tous, ils étaient potes, etc. Et Ruchka dit non, c'est pas possible, c'est pas son style. Alors il a dû regarder les photos d'un peu près, il dit non, et puis la démarche elle-même, c'est pas lui d'aller exposer comme ça. Il faisait pas du land art. Ouais, c'était pas son truc. Voilà, c'était pas son truc. Lui, il était vraiment artiste minimaliste. Il exposait dans des galeries, dans des espaces urbains, et pas au fin fond du désert. Sauf que il y a une très belle citation de son fils, puisqu'on a aussi demandé à son fils si ça pouvait être une œuvre du papa. Et le fils a une très belle anecdote, il dit quelques années avant sa mort, on était tous les deux à la campagne, c'était une nuit d'été, on regardait la voûte étoilée, et mon père m'a dit, tiens, ce serait marrant il discutait de son travail, ce serait marrant de laisser comme ça des œuvres un peu éparpillées dans le monde, et dans des endroits totalement improbables, et que les gens les découvrent bien longtemps après. Donc c'est quand même un indice. Ça, c'est quand même un indice assez fort. Alors, il faut dire que ce monolithe, là où c'est très étrange, c'est que quelques jours après, donc tout le monde en a parlé, et puis il a disparu. Il a été dévissé, parce que je pense qu'il était vissé sur un socle ou directement sur la roche, et on l'a enlevé. Est-ce qu'on l'a enlevé pour le protéger ? Est-ce qu'on l'a enlevé ? Est-ce que ce sont les gens qui l'ont... qu'il l'a enlevé ou pas ? On ne sait pas. Ah bon ? Ça s'est fait une nuit, je pense. Il a disparu. Et c'est pas les autorités locales ? Je croyais que c'était les autorités locales qui l'avaient enlevé. C'est possible, je sais pas. Ouais. En tout cas, il est plus là. Ok. Alors, toi, tu penses que c'est les autorités locales qui l'ont enlevé, pourquoi ? Pour pas que ça devienne un lieu de culte ou un lieu... Ouais, ou parce que, j'en sais rien, pour un truc de dire qu'il va y avoir des tas de gens qui vont essayer d'aller le voir et que c'est un désert, une zone protégée, j'en sais rien, c'est dangereux. C'est possible, ouais. Je sais pas. Et il me semblait que c'était ça. Ah ouais ? Je vais checker avant. Ouais. Et donc, vas-y, check. Et donc, ce monolithe a disparu. Mais, entre-temps, évidemment, d'autres monolithes sont apparus. Donc, sur les réseaux sociaux, on dit « ça y est, c'est les extraterrestres qui nous envoient des signes. » Il y en a un premier, un deuxième, un troisième. Donc un deuxième est apparu en Roumanie, un troisième est apparu en Californie, et puis plus récemment, je crois hier, un autre est apparu en Hollande. Et donc du coup, on commence ça y est, ça part en conversation un peu conspirationniste, ça y est, c'est les extraterrestres, etc. Alors, quand on regarde bien, le deuxième n'a rien à voir. C'est un monolithe, mais avec des motifs. Il est apparu en Roumanie. Et là, on peut dire que les gars n'ont pas tout à fait regardé le premier parce qu'il y a des motifs un petit peu abstraits sur la surface. Le deuxième est plus proche du premier, le californien. Et le deuxième a été revendiqué juste hier par 3 artistes qui ont dit c'est nous qui l'avons scellé. On l'a installé. Alors, c'est vrai qu'installer un monolithe en plein milieu du désert, faut quand même. Il faut d'abord. C'est très lourd. Comment on amène les plaques qui sont en un seul bloc sur place ? Comment on l'assemble ? S'il est déjà assemblé, c'est hyper lourd. Il y a faut une grue. C'est clair. Je dis mais comment un minimum de logistique. Voilà, exactement. Ça s'improvise pas. Je viens de vérifier là. Effectivement, il n'y a pas de. C'est pas les autorités ni rien, on sait pas. On sait pas. Il y a des types qui ont revendiqué un artiste funambule, je sais pas quoi, qui a revendiqué l'enlèvement du truc. Les mecs, apparemment, il y a un photographe qui était sur place et qui dit, les gars disaient, faut pas laisser de traces, etc. Ils se sont tirés avec un monolithe dans une brouette, les mecs. Alors, c'est pour le premier. Le deuxième... En Roumanie, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le troisième, donc des artistes ont revendiqué. Alors pourquoi ils ont été obligés de revendiquer ? C'est parce qu'entre-temps, et là on rejoint nos épisodes précédents, les QAnon
on dit c'est une horreur ce truc-là, il faut l'enlever, c'est une... Et donc ils l'ont détruit, ils ont voulu... Oui, ils l'ont détruit et ils ont mis une croix à la place. Donc je sais pas si c'est des QAnon, mais en tout cas, apparemment les artistes évoquent les QAnon et la sphère, on va dire, ultra catholique, enfin des gens qui disent que c'est un sacrilège de laisser ce genre de... Le monolithe. Voilà. Ouais, okay. Et donc moi ça me plaît parce que c'est un moment où effectivement on n'a que des nouvelles plutôt pessimiste, et là je trouve qu'il y a quelque chose qui se partage, qui est de l'ordre du merveilleux, qui fascine les gens. Et puis moi ça me touche parce que j'ai donc beaucoup étudié le land art, et puis des artistes qui aujourd'hui sont totalement oubliés, enfin par le grand public, ou même très peu connus du grand public, notamment un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Walter de Maria. Il faut savoir qu'effectivement mettre un monolithe en plein milieu du désert, quand on voit la photo c'est très beau, mais quand on se dit mais comment ils ont fait, c'est quand même une performance. Et alors Walter de Maria, lui, c'était des performances justement extraordinaires. Il a Attends, juste un truc sur le land art, parce que comment c'est quoi le modèle économique du coup, parce que l'œuvre par définition tu peux pas la transporter. Donc comment tu collectionnes du land art par exemple? Ils se faisaient faire des commandes chez des riches particuliers peut-être, ou des trucs comme ça. Voilà, il y avait un côté, ils étaient souvent soutenus par des sponsors, des mécènes en fait. Et puis leur œuvre, la représentation de l'œuvre était signée par l'artiste. C'est-à-dire que Richard Long fait des photos, des très très belles photos d'ailleurs en noir et blanc, qu'il a grandi et qui sont exposées ensuite dans des galeries ou des musées. C'est ça que tu achètes. Voilà. Ou alors il va ramener certaines pierres et il va les réassembler dans une galerie. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté art éphémère qui est très touchant dans le land art. Et du coup... Et puis un côté art gratuit. Voilà. Qui dépend pas des conditions d'ouverture d'un musée, d'un truc, d'un machin, etc. C'est juste tu vas à l'endroit où il y a cette œuvre et tu en profites. C'est ça. Et puis il y a une réflexion aussi sur le paysage. Enfin, c'est des gens qui s'inscrivent finalement dans une tradition de la peinture qui est le paysage, mais qui le retraitent dans l'art contemporain d'une manière différente. Après, effectivement, il y a aussi tout un questionnement sur la valeur marchande des œuvres. Et donc, il y en a un qui, moi, m'a fasciné plus que les autres, qui s'appelle Walter de Maria, qui, lui, était un barge total. C'est-à-dire que lui était capable d'enfoncer une tige de laiton d'1 kilomètre dans la terre, à Cassel, en pleine ville, pour la Documenta, je crois que c'était la Documenta 5. Donc la Documenta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est où, Cassel ? C'est Cassel, c'est au fin fond de l'Allemagne. Je ne sais plus exactement, j'y suis allé on reprend puisque nous avons eu un petit bug. Ce qui est très rare dans ce show, mais... Oui. Ça peut arriver. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Ouais. Et donc, tu nous parlais d'un artiste qui t'a marqué en land art. Oui, un des artistes qui m'a vraiment fasciné, c'est Walter de Maria. Walter de Maria, donc, était un de ces artistes, une des figures du land art, et lui faisait assez peu d'œuvres, mais c'était des œuvres souvent assez gigantesques, qui s'apparentaient d'ailleurs beaucoup à des performances. Une des plus connues, peut-être son œuvre la plus connue, c'est The Lightning Field, c'est-à-dire le champ d'éclairs, enfin je sais pas comment on traduirait en français. C'est un champ au milieu du désert du Nouveau-Mexique, je crois, dans lequel il a placé des centaines de tiges de métal, donc des paratonnerres. Et il invite les gens à évidemment y aller pendant des orages. Il se trouve que c'est un endroit où il y a souvent des orages. Et il a lui-même fait des photos sur place qui sont hallucinantes, où on voit donc à perte de vue ces paratonnerres qui sont tous alignés. Il y a je ne sais pas combien de lignes où ils sont espacés de 100 mètres, ou je ne me souviens plus des dimensions.
et qui sont frappés par la foudre, quoi. C'est énorme. Donc, ça doit être super impressionnant. Ouais, ça doit être super impressionnant. D'ailleurs, toi, tu n'y es pas allé, t'as juste non, vu j'ai vu que les photos. Je rêve d'y aller un jour parce que ça a été vraiment une des œuvres qui m'a marqué. Avec aussi d'autres œuvres, Ça s'appelle comment, The Lightning Field. Ouais. C'est donc Walter de Maria. Vous pourrez trouver ça. Il a fait d'autres œuvres qui m'ont marqué et une que j'ai eu la chance de... Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais une que j'ai eu la chance de voir, c'était à la Documenta à Cassel. Je crois que c'est à l'occasion de la Documenta 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était la 5, où on était allé avec des potes en 2 chevaux depuis Paris. Ah ouais, c'est où Cassel ? Cassel, c'est... j'ai un peu de mal à te dire. Je sais qu'on était allé en 2 chevaux et que ça nous avait pris beaucoup de temps. Et on avait pris un petit hôtel pas loin. Et du coup, je sais plus exactement. C'est vraiment au milieu de l'Allemagne. Plutôt... alors, c'était pas en Allemagne de l'Est quand même, mais c'était plutôt à l'Est, il me semble. Donc, on avait traversé pas mal de villes avant d'y arriver. Et Cassel est connu surtout pour sa Documenta. Donc c'est un événement qui a lieu, à l'époque c'était tous les 4 ans. Je crois maintenant, je me demande si c'est pas tous les 2 ans, il faudrait vérifier. Et c'est une sorte de grande exposition qui sélectionne les artistes contemporains du moment. Donc on a la chance de pouvoir voir énormément d'œuvres rassemblées dans un même lieu. Et à l'occasion de la Documenta, alors c'était une Documenta précédente, Walter de Maria avait été invité à participer et chaque fois l'artiste est relativement libre. Après je sais pas comment financièrement sont montés des projets comme celui-là, mais toujours est-il que c'est un projet incroyable puisque c'est simplement une tige de laiton qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre, qu'il a enfoncé dans la terre à plus d'1 kilomètre. C'est en fait une tige d'1 kilomètre enfoncée dans la terre. La vache. Ouais. Et donc ça nécessite des moyens incroyables, quoi. Enfin, c'est plusieurs couches. Ça a traversé plusieurs couches géologiques. De forage, quoi. Ouais, il faut un truc de forage. Et alors, je sais que la tige, il l'a faite. Il a un peu triché parce qu'il a vissé. Il a d'abord mis une tige de, je crois à peu près 200 mètres, mais déjà 200 mètres. Ensuite, il a vissé une autre tige. Donc ça s'est fait avec plusieurs morceaux. Et ce qui est extraordinaire et assez touchant, c'est qu'en fait, quand vous allez à la Documenta, si un jour vous allez à Cassel, vous allez à peine peut-être passer à côté sans la voir, même marcher dessus. C'est une sorte de dalle qui est inscrite dans le jardin, quoi, devant le monument principal. Et cette dalle, il y a, vous voyez à un moment une tige, mais il n'y a aucun nom, aucune date, rien, aucune signature. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce type-là il n'y a pas de panneau, a dû construire un chantier gigantesque pour enfoncer une tige. Il y a un côté d'1 kilomètre complètement paradoxal de construire tout ce truc-là, mettre une tige d'1 kilomètre et même pas signer. Une œuvre complètement cachée, pas signée, pas... Donc ça traite quelque part aussi de la fragilité des choses, de l'invisible, enfin voilà, on peut disserter des heures sur cette œuvre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Il a aussi une œuvre que j'ai pas pu voir, qui était à New York, qui était, alors vous imaginez une galerie d'art contemporain en plein Manhattan, une tour, et puis vous montez, vous prenez l'ascenseur, et tout d'un coup vous sortez de l'ascenseur, vous pensez rentrer dans une galerie, et là il y a l'odeur de la terre, terre un peu humide, qui vous prend à la gorge. Et puis, dans cette galerie toute blanche, la galerie est remplie de terre, tout simplement. Donc, c'est une vitre où vous allez être face à une vitre et une galerie remplie de terre. Donc, c'est des espèces d'œuvres complètement... c'est un peu chelou, quand même. En même temps, c'est une réflexion sur... qu'est-ce que ça signifie d'amener de la terre dans ce lieu qui est donc une terre noire, une belle terre, hein, c'est la terre qu'on utilise pour jardiner. Enfin, il y a toute une réflexion aussi sur l'urbanité, le lieu, et puis on vient voir quelque chose, on le sent avant de le voir. Enfin, il y a tout un... Mais il n'y a pas un questionnement sur l'art aussi, parce que c'est... Bien sûr. Il y a un côté aussi un peu absurde de mettre de la terre dans une galerie d'art. Bien sûr, il y a chez Walter de Maria, bien sûr, ce questionnement-là
on est dans une époque des années 60-70 où il y a une remise en question de l'industrie même de l'art, enfin du marché de l'art, enfin de l'industrie du marché de l'art. Qui n'est pas encore devenu une industrie, mais qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, qu'il est devenu et qui... Et ces artistes, effectivement, remettaient en question même la notion d'exposition. C'est quoi une exposition ? C'était aussi un des leitmotifs de Buren au début de sa carrière. Buren, donc artiste français, Daniel Buren, qui fait une expo au Centre Pompidou, une de ses expos les plus connues dans les années 80, je crois, où vous allez au Centre Pompidou, vous devez monter en haut du centre, et puis pour voir son œuvre, c'est en fait des drapeaux avec des rayures qu'il a mis sur tous les grands bâtiments de la ville. Donc vous allez dans un musée, et puis finalement l'œuvre est à l'extérieur, et puis il y a un petit côté poétique à imaginer que ça flotte sur des petits drapeaux de couleur, un peu aux quatre coins de Paris, quoi. Donc il y a effectivement, tu as raison, une réflexion sur le fait d'exposer, qu'est-ce que finalement, quelles sont les limites d'une œuvre d'art ? Est-ce que d'aller planter mettre des pierres au fin fond du désert, c'est une œuvre d'art ? Enfin, il y avait aussi ces questions-là. Carrément, non, mais c'est super intéressant. Et on en revient à nos monolithes. Et donc, si tu veux... Pourquoi on parlait de ça en fait ? Parce que des gens ont dit oui, c'est du land art. Alors oui, effectivement, on peut se demander si, pour en revenir à lui, McCracken n'est pas allé jusqu'à un moment disséminer certaines de ses œuvres dans la nature. Ouais. Sauf que on n'en est pas sûr. Personne n'a pour l'instant revendiqué le premier monolithe, qui est le plus beau, hein, qui est quand même le plus abouti. Voilà, les autres, c'est un peu des copies un peu ratées. Notamment la Roumanie, là, ça fait un peu c'est bizarre. Donc, c'est un peu roumanophobe, je trouve, ce que tu dis. Je ne fais que dire que le roumain a juste il me semble avoir vu des motifs dessus. Donc, c'est une interprétation, je ne sais pas si c'est une interprétation roumaine, mais c'est une interprétation du premier, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et t'avais suivi ces trucs de Nazca. Ça te dit quelque chose, les Nazca ? Bien sûr, ça c'était... Parce que c'est aussi du land art, oui. en fait. C'est du land art avant la lettre, mais on ne sait pas d'ailleurs quelle est la nature de l'origine de ces lignes. Donc Nazca, c'est des lignes, mais alors là, qui sont immenses, hein, c'est des dessins en fait, qui ont été dessinés dans un désert, et qui ne sont visibles que vue d'avion. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces dessins sont très anciens, je ne sais plus exactement à quelle époque on les date, mais je ne sais pas s'il y a un accord sur la datation. Ouais. Mais c'est très vieux, c'est très plusieurs vieux. milliers d'années de toute façon, quoi. C'est pas un truc qui a été fait il y a 200 ans. Oui, c'est ça. Plusieurs milliers, je sais pas, mais effectivement, c'est très très ancien. Je crois, hein. Ouais. Fact-checking à la vie, attention. Ouais. Et en fait, Nazca, voilà, c'est des lignes qui forment des dessins plus ou moins figuratifs, des formes d'oiseaux, des formes plus géométriques, qui sont visibles que vues du ciel. Donc on se dit, mais comment ces gens-là ont pu, avec les moyens de leur époque, et pourquoi avoir dessiné ces formes dans le désert ? C'est ça moins reste... 300, moins 800, tu vois, donc c'est ouais. 2000, plus de 2000. Ah oui. D'accord, plus de 2000, oui, tout à fait. Et donc, voilà, des dessins visibles que du ciel, donc, pourquoi ils font ça ? Exactement. Et comment ils font ? Parce que c'est quand même pas évident. Il faut quand même des notions de géométrie, de mise à l'échelle, tu vois, si tu fais le dessin même sur un petit bout de mise à l'échelle et tout ça, de mathématiques quand même, après, voilà, qui sont pas évidents. Et après, il y a eu... Non, mais c'est bon, c'est juste le disque dur. C'est l'esprit. Moi, à mon avis, c'est les esprits là, de Nazca qui commencent à s'agiter. Ah ben non, mais tu parles avec un Elohim comme toi, si tu veux. Et il y a des types qui, du coup, disent que c'était pour faire signe à des extraterrestres qui passaient dans le ciel, des trucs comme ça. Peut-être. Enfin, on sait... Oui, il y avait sans doute... depuis très longtemps peut-être des rites liés aux ovnis, tu vois, ils se sont dit putain, il faut qu'on communique avec ces gars-là, peut-être.
Oui, de toute façon, quand tu vois d'autres œuvres dites primitives, on dit l'art primitif, les œuvres primitives, comme par exemple Stonehenge. Stonehenge, on a quand même maintenant la certitude que c'est une œuvre, donc c'est cette construction en Angleterre mégalithique avec justement ce sorte de monolithes. Les menhirs, c'est des monolithes. Mais là, c'est une forme ronde, et en fait, on a aujourd'hui la certitude que c'était lié à un rite solaire, ou en tout cas que c'était le soleil n'apparaît au moment de, comment on appelle ça, l'équinoxe. De l'équinoxe, apparaît exactement au-dessus d'une pierre au centre du cercle. Enfin, il y a tout un rite qui était lié au soleil. Après, ça reste évidemment énigmatique, et notamment ce qui reste énigmatique, c'est la façon dont ça a pu être construit avec les moyens de l'époque, sachant que ces pierres ont dû être transportées. Alors après, il y a des interprétations encore récentes. Parce que je crois que ça vient d'assez loin, plusieurs centaines de kilomètres. Oui, tout à fait. Comme les statues de l'île de Pâques, qui ont été aussi pas mal déplacées. Mais ça, on en reparlera lors d'autres émissions spéciales. Mais voilà, ça reste effectivement des énigmes. Mais ce qui fait le lien entre tous ces... Parce que c'est des cailloux... Non, mais juste pour revenir sur ce point, c'est des cailloux énormes. Ouais, c'est des trucs gigantesques. Ils font plusieurs dizaines de tonnes. Et pour transporter ça, même aujourd'hui, c'est pas évident. Exactement. Il faut quand même du matos et tout. Ça s'improvise pas. Donc il y a des vraies questions sur comment les gars ont fait pour transporter ça, sachant que la datation de Stonehenge, c'est quoi ? C'est 2000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme ça, non ? Je sais plus exactement, mais c'est effectivement, c'est comme les menhirs, on appelle ça des œuvres, c'est préhistorique, quoi. C'est mégalithique, Donc, ce qui est effectivement l'énigme, c'est comment ça a été construit, et surtout aussi à quoi ça sert, pourquoi, c'est-à-dire quels étaient les... Donc, certains spécialistes disent qu'il y a un rite solaire, peut-être avec des sacrifices, des choses qui auraient pu être le support de rites de ce type-là. Moins 2800, moins 1100. Voilà. Et toujours est-il que ce qui fait aussi le lien entre ces œuvres, c'est la fascination pour le ciel, les étoiles, quelque chose qui, même la lune, qui devait effectivement être une interrogation pour les gens de l'époque, puisque ça l'est encore pour nous. Est-ce qu'il y a une civilisation extraterrestre ? Est-ce que on est les seuls dans cet univers ? Enfin, moi, je pense que ce qui soignerait beaucoup de gens ou même de sociétés, c'est le fait d'obliger les gens à aller la nuit contempler les étoiles. Ah oui. Déjà, il faut pouvoir les voir, parce que ça, c'est pas évident. Si j'étais président de la République, je dirais, voilà, vous avez une obligation, c'est de regarder les étoiles au moins une fois par mois, passer 1 heure à regarder les étoiles. Parce que ça donne un autre sens à ce qu'on est. Non, mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté du cosmos dans nos vies modernes. On est déconnecté, on a un ego surdimensionné. C'est-à-dire qu'on pense que tout se rapporte à la Terre, qu'on est seul dans l'univers. Seul dans l'univers. Non mais attendez, vous déconnez les gars. Pas possible. Enfin, quand on voit la taille de l'univers, mais au nom de quoi on pourrait dire qu'on est seul dans l'univers ? Ouais. Non mais toi, je sais que t'es pas seul dans l'univers. Je suis déjà habité. Non mais après sur les extraterrestres, moi une de mes hypothèses, c'est que il faut même pas chercher dans d'autres planètes. Il faut chercher dans d'autres dimensions en fait. T'es un peu apapiste, toi, je pense. Ça veut dire quoi, ça ? Apapiste. Apapiste, c'est il y a un sage moderne, occidental, qui s'appelle Apap. Ah oui, notre ami Clément Apap. Un petit côté apapiste, je trouve. Oui, on fait un peu partie de la même secte, si on peut dire. Oui, c'est vrai qu'on partage pas mal d'idées. Moi, ça, je sais pas trop, mais par contre, sur les données actuelles de ce qu'on croit connaître de l'univers, et c'est tellement grand, c'est hallucinant les chiffres. En fait, c'est tellement énorme. Moi, c'est inimaginable. C'est parce que quand j'étais gamin, dont on parle, il y a plusieurs
milliards de galaxies carrément, quoi. Évidemment. Moi, quand j'étais... Mais bien sûr, non mais c'est l'inverse qui tu te fous de moi, mais c'est l'inverse, c'est moi qui te... mais c'est pas du tout évident, des milliards de des galaxies. Milliards, mec. oui. Des milliards de galaxies. J'avais fait un calcul quand j'étais gamin. J'étais déjà fasciné par l'immensité de l'univers, l'astronomie. Je lisais beaucoup de bouquins sur les ovnis. T'as arrêté le calcul depuis. Ouais, le calcul, mais à l'époque, je faisais l'effort. Et alors, je sais pas si j'ai pas revérifié depuis, mais j'avais étonné mes parents. J'ai dit, voilà, vous partez d'un point... ici, alors j'habitais dans un petit village à Mayonna, à côté de Bourg-en-Bresse, tu vois, donc c'est pas le centre du monde, mais... Et j'avais dit, voilà, vous prenez un point A ici, et puis on va faire la ligne du temps, on va remonter dans le passé. Vous avez Jésus, donc il y a 2000 ans, c'est 2 cm. Donc là, voilà, là c'est nous, là, Jésus, paf, on a fait déjà 2000 années, d'accord ? Vous allez me dire, oui, où est-ce que vous allez trouver le début de l'univers ? Alors mes parents me disent, au bout du jardin, non, un truc comme ça. Je dis non, plus loin. À Bourg, à 15 km. Non, encore plus loin. Il faut aller quasiment jusqu'au milieu de la Méditerranée, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte. Ah ouais, putain, c'est dingue. Tu vois, c'est aussi... T'avais quel âge t'étais Je sais pas, je devais avoir 10-12 ans quand je calculais ces trucs-là. Ah ouais. Bah oui, il faut un peu s'intéresser. Ouais, tu lis des bouquins d'astronomie, tu calcules. C'est des calculs assez simples. J'avais une petite début de calculette à l'époque. C'était les non, mais c'est marrant de faire ce calcul, de penser à ça. C'est marrant. Ouais, mais ça m'a toujours fasciné. C'est l'immensité du temps, de l'espace. Voilà, donc. Et c'est quelque chose qu'on devrait y penser quasiment tous les jours, se dire attends, là c'est Jésus, là c'est... Ouais, tu vois un peu tu marches, et chaque fois que tu marches, tu fais un pas, si ça c'est 2000 années, tu fais, je sais pas, 20 000 ou 30 000 années en un pas, quoi, tu vois, tu te dis allez, et chaque fois je fais un pas, 30 000 années, et je marche pendant des jours et des jours pour arriver jusqu'au début de l'univers. Ah non, mais et encore, le début de l'univers, on ne sait même pas ce que ça signifie, puisque là, le temps n'existe plus. C'est-à-dire qu'on arrive à un seuil où la notion de temps disparaît. Mmh. Donc oui, je suis apapiste parce qu'on a lu les mêmes... Enfin, pas les mêmes bouquins, mais un certain nombre de bouquins. Notamment, on s'est beaucoup intéressés tous les deux à la physique quantique. Et puis quand tu commences à partir dans la physique quantique, en général, tu commences aussi à partir dans d'autres dimensions qui sont... Des dimensions plus ésotériques, parce que la physique quantique, c'est déjà un truc complètement ouf, quoi. De dire qu'il y a deux points qui sont... la fameuse équation de Schrödinger, le chat, il est là, il est pas là. Enfin, t'as des espèces de paradoxes dans la physique quantique qui sont... qu'on ne peut même pas penser... Enfin, déjà... la raison est complètement perdue. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu rentres dans un... Après, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, Non, tu peux pas dire ça, parce que non, mais je trouve si c'est repensé par Michel Onfray, oui, ça devient n'importe quoi. Ouais, non, mais et moi, je pense que si je devais en parler, ça deviendrait n'importe quoi. Mais quand tu lis... Non, attends, soyons précis, s'il te plaît. Soyons précis. Tout et n'importe quoi, pas du tout la physique quantique, qui est une science, pour le coup, incontestable. Il y a un peu de tout et n'importe quoi dans les gens qui s'appuient sur la physique quantique pour... parler de réalité parallèle, etc. Dans ce monde-là d'interprétation, si tu veux, en se basant sur la physique quantique, après, t'as des trucs vraiment... T'as vraiment du grand n'importe quoi. Il y a quelques trucs intéressants, mais c'est très difficile à saisir, tu vois, de manière vraiment intelligible, je trouve. Parce que même le type, là, qui a écrit le bouquin Vuillemin, ou je sais pas quoi, là, le bouquin, tu sais, le temps... merde, comment il s'appelle ce bouquin Guillemant. Ouais, Guillemant. Oui, c'est vrai que... C'est super... lui, c'est un physicien, quand même. Oui, bien sûr, mais les interprétations... C'est vrai qu'à un moment, ça devient de la croyance. C'est-à-dire que tu commences à tirer tellement le raisonnement. Voilà, poser des hypothèses. Voilà, tu poses des hypothèses, puis à force de poser des hypothèses, c'est tellement étiré que ça devient une croyance. C'est-à-dire que le gars, il te dit,
tu es capable, le temps n'existe pas, donc tu es capable de créer ton futur. C'est-à-dire que le futur est en train de se faire en même temps. Il n'y a pas de passé, de futur, de présent. Voilà. C'est vrai que on est complètement conditionné, nous, êtres humains, par une dimension déterministe du temps, qui n'a peut-être pas de réalité physique. Quand tu parles avec ces physiciens, tu parles. Alors Guillemant, c'est vraiment un extrême, je dirais. Lui, il a beaucoup travaillé sur ces notions-là. Et c'est intéressant, et c'est même quand tu l'écoutes, il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. Mais si tu prends quelqu'un qui fait référence, dont j'ai oublié le nom, qui vit à Marseille, qui est dans la région. Ça va me revenir, mais qui est un physicien qui s'est justement intéressé à la question du temps. Lui dit oui, le temps, la notion du temps telle qu'on la perçoit, la linéarité du temps, dans la physique quantique et dans certaines théories de physique qui parlent d'univers parallèles, à je ne sais combien de dimensions, le temps n'a pas de réalité, en fait. Et quand tu remontes, ne serait-ce qu'au Big Bang, ça n'a pas de sens de dire un avant du Big Bang, en fait. Non, mais ça, c'est vrai, oui. Après, le temps est une énigme conceptuelle depuis toujours. Enfin... Fabio Rovelli, voilà. Oui, c'est ça, Rovelli. C'est lui que tu devrais d'ailleurs bien sûr, inviter. C'est un type fabuleux. Il arrive en plus à en parler. Moi, j'ai lu un ou deux livres de lui. Il arrive à en parler avec beaucoup de simplicité. Enfin, parce que t'imagines, derrière, c'est des tas d'équations, des trucs, et il arrive à le rendre accessible au plus grand nombre. C'est hyper... c'est assez déroutant, hein, le temps. Déjà de saisir d'ailleurs tu le vois avec les petits, hein. Les petits enfants, ils mettent vraiment longtemps pour le coup à correctement appréhender le temps, autrement dit à l'appréhender selon les conventions qui nous permettent d'utiliser le temps, hier, avant-hier, demain, après-demain, c'est ça. Aujourd'hui, etc. Tout est jusqu'à 4 ans à peu près, les gamins ils te disent toujours tout est aujourd'hui ou exactement, ils ont raison, parce qu'ils vivent dans l'instant présent aussi. Quand ils te racontent un truc qui s'est passé il y a 3 semaines, à un moment ils comprennent que c'est avant et donc ils disent hier, mais c'est genre un an. Ouais, c'est ça, oui. Et c'est vrai que le temps, nous, on en a surtout une expérience, et c'est une expérience subjective. Complètement. Et ça n'est pas la réalité physique du temps. La réalité physique du temps n'est pas nécessairement l'équivalent de l'expérience subjective. Mais c'est super dur. Moi j'ai écouté je sais pas combien de fois les trucs d'Étienne Klein sur le temps, etc. Bon après j'écoute le soir donc je m'endors au bout d'un quart d'heure si tu veux. Mais c'est vraiment complexe. C'est déroutant parce que tout le monde connaît le temps, hier, avant-hier, machin. Mais quand tu creuses le concept, c'est un concept qui est extraordinairement compliqué en fait. Ouais. Et donc déjà, il y a le temps psychologique. Pour des psychologues, un enfant n'a pas la même perception de la durée qu'un adulte. Et même, on dit que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Mais il y a des mathématiciens qui ont fait même une équation là-dessus, pour le prouver. Oui, mais ça, t'as pas besoin de faire une équation. C'est-à-dire que... si. Mais non, mais tu fais un truc de... Tu vois, toi, tu faisais des 2 cm quand tu étais petit. Bon, oui, tu mesures l'expérience que tu as. Moi, j'ai une autre équation que j'ai inventée. Si tu veux, pour comprendre ça, c'est que quand tu as 5 ans, okay, 1 an, c'est 1/5 de ta vie. Donc c'est énorme. Ouais, c'est ça. C'est ça l'équation, en fait. Voilà. Quand tu as 74 ans, comme toi, par exemple. Je fais jeune, hein. Je fais pas mon âge, quoi. Non, mais quand tu as, je sais pas combien, 44 ans, par exemple. 1 an, c'est 1/44e. Ouais. Exactement. Donc c'est très court. Voilà. Et quand tu as 100 ans, c'est 1/100. Donc ça se résume dans une équation. C'est ce que je voulais dire, mais tu as plus de sens pédagogique que moi. Tu l'as exprimé de manière assez simple, alors que et pour le calculer, il y a une équation, mais je suis incapable de te la donner. Là.
Et donc, toutes ces histoires de temps, à un moment, est-ce que tu penses qu'on peut réinitialiser le temps ? Réinitialiser, c'est-à-dire en fait... Faire un great reset du temps. Ah oui, ça c'est pas mal, oui. Oui, il y a des moments où déjà tu réinitialises, c'est quand tu dors, quand t'es dans un autre espace-temps. Ça m'a toujours fasciné aussi les rêves et la façon dont on met en scène ces rêves. Notamment les rêves où tu as peur en fait. Un peu inspiré de films d'horreur. Des fois, moi, alors là, ça s'appelle des cauchemars. Mais c'est vrai que des fois, toi, tu dois te faire des cauchemars de psychopathe. Quand mon grand-père est mort... Le mec qui fait des jeux vidéo de tueurs en série. Quand tu fais des cauchemars, si tu veux, c'est flippant, quoi. Quand mon grand-père est mort, il est apparu dans des rêves assez cauchemardesques. Et je me souviens d'une scène où il était derrière la porte. Et en fait, tu vois, t'as quand même une mise en scène où t'es dans ton rêve et en fait, tu sais très bien ce qui va se passer parce que c'est dans ton esprit. Mais tu fais ta mise en scène, en fait, pour te faire peur. Ta vue subjective. Voilà, c'est étonnant de faire sa mise en scène de ça. Ah ouais, c'est bizarre, ouais. Enfin bref, et on parle donc tu voulais parler du Great Reset. Ouais. Parce que tu as découvert, en fait, tu as découvert ça à quelle occasion ? Pendant le confinement ? C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Ah bon ? Le Great Reset. Ah oui ? Ouais. Comment ça, à quelle occasion ? C'est pas toi ? Ah non, c'est peut-être pas toi. Je me souviens qu'on en avait parlé, on en avait parlé pendant le confinement, à l'époque où on s'était appelé et puis on se disait, bon alors le monde d'après, on parlait du monde d'après. Ouais, c'était le sujet à la mode. Tout le monde, voilà, le monde d'après, parce qu'on avait pris une sacrée baffe quand même. Oui, et donc, à ce moment-là, effectivement, d'autres gens plus connus que nous, on parlait également, non pas du monde d'après, mais du Great Reset, c'est-à-dire il faudrait tout réinitialiser après ce qui nous vient de nous arriver et repenser le monde, repenser l'économie, repenser les rapports entre les individus, créer une société plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement, la société idéale, quoi. Voilà. Sauf que ces gens qui parlaient de ce Great Reset, c'était pas n'importe qui, puisque c'est deux individus, et notamment un qui est très connu, puisqu'il a créé le World Economic Forum à Davos, qui se réunit chaque année, en janvier, je crois. C'est ça, ouais. Schwab, comment il s'appelle son prénom ? C'est Albert ? Karl, je crois. Karl Schwab. Un bel accent allemand, qui rappelle un Allemand qui rappelle. Non, mais et puis il a un look en plus, on dirait comment il s'appelle l'acteur. Il est chauve comme moi et il me fait penser à Erich von Stroheim, tu sais, le côté un peu. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une espèce de légende il est né en 1938 en Allemagne, enfant abandonné. Non. Ouais. Et il y a des gens qui disent que c'est le fils d'Hitler. Non. Je te jure. Il lui ressemble pas trop, ceci dit. Voilà, c'est pas du tout une info que je donne. Hein. C'est un truc de. Mais c'est un vrai truc. Il y a des mecs vraiment. Bien sûr. Des mecs qui te disent. Non, mais forcément, t'as les fantasmes qui reviennent quand tu l'entends avec son accent, parler anglais, avec son accent allemand, et puis son look un peu à la von Stroheim. Tu dis, ouais, il y a forcément des relents un peu de la Seconde Guerre mondiale qui doivent revenir chez certaines personnes. Non, mais surtout que c'est un mec hyper puissant. Alors, hyper puissant, on ne sait pas, parce que bon, il a créé un événement. C'est un mec il fait de l'événementiel. C'est pas non plus un. Il est, ceci dit, juste un truc. Il est écouté. Il est respecté, il a vite quand même, il a l'oreille de... C'est le fondateur d'un forum extrêmement influent. En quoi il est influent ? Le World Forum ? Je sais pas, t'as les 500 boîtes les plus riches du monde qui sont partenaires de cet événement. Le forum, World Economic Forum, ne vit que des cotisations de ses membres. C'est les 500 plus grosses boîtes du monde. Ouais. Bon, par définition, si tu veux, à partir du moment où tu mets ces mecs ensemble dans un endroit, si tu veux, ils ont de l'influence, c'est incontestable, tu vois. Après,
C'est pas pour autant, si tu veux, qu'il dirige l'intégralité de ce qui se passe au quotidien pour chacun des citoyens de la planète, c'est pas du tout. Mais c'est quand même des mecs ultra influents. Oui, et puis ils invitent régulièrement des hommes politiques. Bien sûr. Voilà, et les hommes politiques en profitent pour essayer évidemment. eux-mêmes de se montrer comme des personnes influentes, et puis de profiter de ce moment pour avoir des contacts avec des gens de l'industrie, des gens des GAFA, etc. Et puis tu as beaucoup de gens des administrations du monde entier, des grandes institutions internationales, des gouvernements, mais des gens qui sont dans ces administrations-là aussi. Donc c'est des trucs quand même... Enfin, c'est des lieux de pouvoir et d'influence super importants. Et ils ont effectivement lancé The Great Reset, une espèce d'opération marketing en fait autour du Great Reset, avec un point d'orgue qui sera le sommet de Davos en janvier, mais qui a été reporté, je crois. Ah bon ? Ouais, il me semble que c'est reporté en juin, un truc comme ça. C'est sûr que c'est à cause de la pandémie, comme c'est tous des vieux, ils ont intérêt à se... Ils ont intérêt à faire gaffe. Bon, mais ça change pas. Alors, la question effectivement qu'on se pose, qui est assez évidente, c'est comment se fait-il que ces gens-là, qui tout d'un coup étaient quand même plutôt les représentants d'une société qui est la nôtre globalement, qui est celle du néolibéralisme, sont les tenants et les acteurs principaux de cette société, de cette économie, peuvent tout d'un coup devenir... eux-mêmes se sont resetés. Je me pose, tu vois, parce que est-ce que c'est vraiment néolibéral ? Je suis pas si sûr que ça. Non, je veux dire, tous ces grands patrons sont des acteurs de cette économie libérale qu'on connaît. Donc, oui, bien sûr, évidemment. Donc mais tout d'un coup, quand tu regardes la production, parce que si tu veux toute cette histoire, donc Great Reset, forum machin de Davos qui lance ce truc-là, évidemment, si tu veux, dans la minute sur Internet, théorie du complot dans tous les sens. Qu'on a vu apparaître avec le film Hold Up, où tout d'un coup on enchaîne des trucs, on mélange plein de choses, des choses vraies, des choses fausses, et puis à l'arrivée, on s'aperçoit qu'il y a là pour le coup une espèce de galimatia qui t'amène à ben oui, les vaccins, donc c'est Bill Gates, et puis c'est tout d'un coup le Great Reset, donc on va vers une sorte de société d'hyper-surveillance où on va t'injecter un vaccin pour te surveiller en gros et puis te mettre un programme dans les veines, quoi. Enfin, c'est... Sans que ce soit vraiment argumenté, alors que la première partie sur le problème de la chloroquine et tout ça est très bien faite et tout à fait argumentée, quoi. C'est ça qui est bizarre dans ce truc. Oui, c'est ça, c'est un peu... Mais le plus bizarre dans Hold Up, c'est surtout la façon dont il y a eu une espèce d'énorme mobilisation de tous les médias pour dire qu'il fallait surtout pas regarder ce truc-là. Ils ont fait une pub de psychopathe. Ils ont fait une pub de dingue. C'est ce de vieil effet Streisand qui s'est mis en place, assez hallucinant. Ouais. Et d'ailleurs, moi, on me l'a envoyé, donc c'est une copine qui me l'a envoyé, donc une copie piratée, enfin un truc, parce que très vite c'est piraté. Parce que c'est pas de très bonne qualité, mais et quand j'ai essayé d'ouvrir, j'avais déjà dans Facebook des messages d'avertissement qui me renvoyaient à du fact-checking, sur attention, vous ouvrez un truc, oula. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est... Donc, après, effectivement, toute la première partie est très intéressante et très bien documentée. J'ai d'ailleurs une amie qui est mon médecin qui parle dedans et qui m'a elle-même informé de certains trucs, mais hallucinants, quoi. Enfin, qui sont passés, qui sont vraiment très très inquiétants, quoi. Une sorte de lobbying de certains labos, notamment Gilead, qui est quand même avéré. Enfin, elle m'a cité des cas très précis. On voit encore récemment, je t'ai envoyé hier un article sur Gilead et le fait que la communauté européenne a quand même commandé du remdesivir à hauteur de je ne sais combien de centaines de millions, enfin je sais plus. C'est 1 milliard, je crois. 1 milliard. C'est phénoménal ce truc. Alors que des études ont quand même prouvé qu'il avait ce médicament qui n'était pas non plus avéré par rapport au Covid, avait en revanche, contrairement à la chloroquine dont des milliers de gens prennent depuis des années, avait des effets secondaires assez... Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que c'est... Non mais ils l'ont acheté une semaine ou 10 jours avant que l'OMS ne dise le médicament sert à rien pour le Covid. Faut pas l'utiliser, il marche pas. Ouais.
Donc voilà. Magnifique. Et les mecs, ils ont vendu 1 milliard de médocs. Et enfin, quand l'OMS rend un avis officiel comme ça, il y a toujours un avis provisoire qui est rendu avant pour informer les gens, si tu veux. Donc tout le monde devait déjà savoir, évidemment, ce que l'OMS allait dire. Mais là, les mecs, ils ont signé le contrat. 1 milliard, c'est super. Ouais. Notre pognon, c'est bien. Donc, bon. Ouais, non, ça fait réfléchir. Sûr, là-dessus, il y aura plein de trucs. Après, il faut vraiment qu'il y ait des mecs qui s'y mettent et qui enquêtent vraiment sur ces sujets, parce que c'est toujours pareil. C'est un peu le même problème avec le Great Reset, c'est que il y a des faits qui sont vraiment problématiques et les médias focalisent plus sur tout le développement complotiste qu'il y a autour de ces trucs, alors que c'est pas ça qui est intéressant. Les développements complotistes, on s'en fout. Tu peux aller sur Internet et trouver tout ce que tu veux si tu as envie de triper sur des trucs complotistes, mais les médias, ils devraient aussi quand même regarder de manière un peu plus précise pourquoi il y a eu ce problème-là. Pourquoi il y a eu ce problème avec l'hydroxychloroquine qui est quand même super bizarre. Pourquoi il y a eu ceci, etc. Et d'enquêter, parce que le fait en plus de pas spécialement enquêter, pour les gens qui sont intéressés un tout petit peu au sujet, rend du coup aussi les médias suspects. Donc c'est presque comme s'il y avait des mécaniques actuellement dans le système, si tu veux, du monde, où il y a plein de mécaniques qui peuvent t'emmener en fait dans des trucs complotistes, tellement le monde fonctionne bizarrement dans toute cette période de pandémie et tout ça, où tout le monde fait un peu n'importe quoi. Oui, et puis les journalistes, la première chose moi que j'aurais fait si je travaillais à Libé ou au Monde, c'est aller regarder du côté des conflits d'influence. C'est voir... mais ça, c'est en plus assez facile à faire. Ça a été fait. Public, c'est vrai que c'est surprenant que... Voilà, et donc dire, attention, le gars qui vient vous dire ça, il est lié à tel labo, il touche tant d'argent, donc ça a été fait. Mais ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, parce qu'il y a eu quand même des dérives dans la communication de certains faits complètement hallucinants, quoi. Ouais. Non, mais carrément. Donc, pour en revenir au Great Reset, c'est vrai que on peut aller facilement dans la théorie du complot quand on voit d'où ça vient, et puis, a priori, un conflit d'intérêts qu'auraient ces gens à la fois à essayer de faire évoluer le capitalisme vers l'écologie. En gros, c'est comment faire un capitalisme vert. Est-ce que c'est... ça va être d'ailleurs une grande question des prochaines élections. C'est une question qui d'ailleurs divise certains écologistes. C'est est-ce qu'il faut aller vers une écologie liée à la décroissance, ou est-ce qu'il faut aller, notamment grâce aux technologies qui arrivent, qui nous permettent, là encore récemment, il y a 2 jours, on a quand même une communication qui est un peu passée sous les radars, donc a priori les grands médias, j'ai pas vu trop de communiquer sur le fait que la Chine avançait très vite sur la fusion nucléaire, c'est-à-dire que j'ai pas vu du tout ça. Ils ont annoncé qu'ils avaient une sorte de prototype en fait qui marchait, qui fonctionnait. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, on avait un prof de physique qui nous avait... Donc, c'était dans les années... tu vas dire, les années 50. Non, c'était un peu plus tard. Dans les années... les débuts des années 80, on avait un prof de physique qui nous avait parlé de ça, en disant, ça viendra... mais ça va être long, mais dans les années 30, 20-30, tu vois. Ouais. Il s'était pas trop trompé, mon prof de physique. Ouais, carrément. Et là, ça change la donne, parce que là, on est sur c'est le soleil, hein, c'est comme ça que fonctionne le soleil, c'est une énergie illimitée, avec très peu de pollution, il n'y a pas de rejet de déchets. Bon, ça dépend comment c'est fait. Mais... Ouais, mais c'est quand même... Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Bon, il y a toujours des effets induits, ça c'est sûr. Ce qui est fabuleux, c'est la température. Tu te dis même, les Chinois, là, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs dans leur coup? Parce qu'ils font monter le truc à un tel niveau de température que tu te dis, mais comment c'est possible? Mais tu sais qu'il y a... ça, c'est vrai que c'est sûrement un sujet à creuser. Parce qu'il y a, aux États-Unis, par exemple... à l'époque, tu vois ce que c'est, ITER. Bien sûr. C'est le même programme, mais européen. Sauf qu'il a pris 10 ans de retard par rapport aux Chinois, non, a priori. Il n'est pas européen, il est mondial, le truc. Il est mondial. Oui, tout à fait, tu as raison. Les Japonais et tout ça. Ouais. Et les États-Unis étaient dans ITER.
Et ils sont sortis d'ITER 1 an, je crois, avant la signature officielle. Enfin, tu vois, un truc comme ça, je sais pas. Ah oui ? Ouais, ou 6 mois avant. Pour développer leur propre technologie. Alors, la raison officielle, je me souviens plus, mais il y avait une espèce de raison officielle, mais qui était, je sais plus trop quoi. Bon, une espèce de, je sais plus quoi. Bon, un conflit, je sais pas trop exactement. En même temps, à cette époque-là, il y a eu un type qui a obtenu dans un laboratoire américain à Sandia, je crois, avec un truc qui s'appelle la Z-Machine, qui est un truc, mais juste de ouf, tu vas voir les photos sur Internet, Z-Machine, c'est impressionnant, qui est un espèce d'énorme accumulateur d'énergie qui va délivrer de l'énergie d'un seul coup en 1 milliseconde sur une toute petite cage avec des fils de métal. Toute petite, comme une petite mini cage à oiseaux, qui va délivrer toute son énergie là-dedans d'un coup. Et les mecs, quand ils ont fait ce truc-là, ils se sont aperçus que ça montait à plusieurs milliards de degrés, le truc. Et donc ils ont refait les mesures plusieurs fois. Ils se disent, c'est pas possible, bon. Et ils ont confirmé ce résultat de plusieurs milliards de degrés. Donc ce qui est juste hallucinant. Mais comment ils ont fait ? Avec cette manip de Z-Machine. Ouais, mais ça repose sur quel principe de physique ? J'en sais rien, c'est des trucs de... Je sais pas du tout. Ouais. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai juste vu ce truc, Z-Machine, plusieurs milliards de degrés. D'accord. Et ils sortent d'ITER. Ouais. Okay. Oui, parce que le principe de la fusion... Alors, est-ce que c'est lié ? J'en sais rien. Mais bon, c'est quand même curieux. Et après, surtout, cette histoire de Z-Machine. Il y a eu 2-3 semaines où, grosso modo, ils ont communiqué là-dessus, etc. Et après, au bout de 2-3 semaines, le discours a complètement changé. Ils ont dit non, c'est planté, machin, etc. Et il y a une espèce de reprise en main, si tu veux, des déclarations scientifiques autour de Z-Machine. Probablement que les mecs se sont dit putain, c'est trop chaud, en fait, faut pas trop le dire. On a un truc super performant, là, il vaut mieux le garder pour nous. C'est possible, hein. Et que si les Chinois se mettent aujourd'hui à communiquer là-dessus, c'est aussi peut-être pour montrer aux États-Unis, attendez, on a aussi le truc que vous aviez déjà il y a 10 ans, quoi. C'est possible. Il faudrait regarder l'expérience chinoise. Je sais pas si c'est une expérience similaire Z-Machine ou si c'est une expérience plutôt ITER, ou là c'est une expérience... Z-Machine, c'est comme des énormes batteries qui se déchargent d'un seul coup sur un tout petit truc et ça génère une énergie surnuméraire complètement dingue. Je sais pas comment ça marche, mais c'est un truc comme ça. Le ITER, c'est pas du tout le même principe. C'est un tokamak. Un tokamak, c'est quoi ? C'est comme tu sais les couronnes de Noël là, les trucs un tore, ça s'appelle en fait, c'est une sorte de boudin circulaire dans lequel on met une pression magnétique hyper forte et qui du coup, si tu veux, créer un plasma. C'est un gaz ionisé, si tu veux, dans le truc qui permet de faire de l'énergie, je sais pas comment. Bon bref, après mais ça, c'est super compliqué comme manipulation parce que le plasma, si tu veux, bouge dans tous les sens et c'est un gros bordel à gérer. Alors, est-ce que les trucs chinois, c'est un truc de ce type-là ? Je crois, oui. Ou est-ce que c'est un truc type Z-Machine avec une grosse décharge électrique ? Je sais pas. J'ai vu passer rapidement l'info, mais c'était quand même... Alors, est-ce qu'ils font partie aussi du programme ITER, les Chinois ? Oui, forcément. Je sais pas. Il me semble que oui. Je crois que les Japonais, c'est sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même l'idée qu'ils allaient partager des connaissances avec ITER, justement. Voilà. Et donc, on parlait de Great Reset. Et effectivement, quand on a vu arriver ces infos, on s'est posé pas mal de questions en disant mais c'est génial, ces gens-là sont géniaux. Enfin, ils vont, Alors après, quand tu regardes aussi leurs films, quand tu regardes leur communication, c'est quand même, ça ressemble beaucoup à un programme transhumaniste, je trouve, dans l'esprit. Alors effectivement, il y a l'idée de décroissance. Ça, c'est quand même étonnant, mais il y a l'idée de... C'est pas explicite. Ouais, c'est pas explicite. Il n'y a pas l'idée de décroissance. Moi, je l'ai pas vu. Il paraît que dans certains propos... Alors, il faudrait lire les ouvrages de notre ami Schwab, mais qu'il évoque la décroissance. Grosso modo, si tu veux, ce que les mecs disent, c'est ils font une sorte de nouvelle proposition de valeur du capitalisme. C'est-à-dire le capitalisme
classique, irresponsable entre guillemets, c'est-à-dire je produis et puis je m'en fous en fait des déchets, de la façon dont c'est produit, etc. Et voilà, il faut passer de ce capitalisme-là, qui est le capitalisme actuel, à un capitalisme responsable, qui du coup... Non, ils disent même plus le capitalisme, ils disent un autre système. Ouais, il y a un autre, tu as raison, Oui. c'est un Non. autre système qui est, je sais plus comment ils appellent ça, mais un truc un peu bizarre. C'est les parties prenantes, en fait. Ils évoquent, en anglais, c'est stakeholders. Voilà, Ouais, stakeholders. c'est ça, Au lieu d'être, comment dire, comment on dit, capitaliste, on devient partenaire, en fait. C'est l'idée d'être ils partie disent il faut prenante. passer du capitalisme, je sais pas quoi, prédateur et tout, mais ils mettent carrément... Actionnaire, voilà, on oublie l'actionnariat, et on va vers la responsabilité des parties prenantes. Mm-hmm. Donc c'est deux choses quand même complètement différentes. Il parle aussi de commun, par exemple sur l'eau, qu'il faut protéger des biens communs. Absolument. Donc qui serait géré par Tout à fait. Par l'État, par un supra-État, on ne sait pas. Absolument. Mais effectivement, qui ne peuvent pas n'appartenir qu'à des sociétés privées. C'est quand même, venant d'eux, quelque chose d'assez étonnant et a priori plutôt quelque chose qui peut nous réjouir. On se dit, bon, les gars, waouh, ils sont... Hein, non, ils sont... Voilà. Sauf que derrière, ce qui est... il y a quand même des termes employés. Moi, je fais aussi beaucoup attention quand je vois arriver ce genre de choses, où il y a beaucoup de flou quand même encore dans les programmes, dans la façon dans le comment, parce que le pourquoi, ok, on est d'accord, mais après, quand on arrive au comment on met en place tout ça, c'est là que souvent viennent les problèmes. Et je suis assez sensible à la forme. Et c'est vrai que quand il y a un film, alors déjà, on voit qu'ils ont des moyens, tu as raison, c'est pas fait par des gamins avec juste des iPhones, c'est fait quand même avec des gros moyens. Des moyens très professionnels. Et dans le discours et dans la forme, il y a quand même quelque chose, c'est très blanc, c'est très... Enfin, blanc dans le sens, on dirait des pubs de la pomme, Apple. On dirait des pubs Apple, hein, c'est tout blanc, machin. Et ouais, on a quand même le sentiment d'une société très... qu'on pourrait qui serait celle qu'on caricature dans des films de science-fiction, avec tout le côté, malheureusement, société d'hypersurveillance, le côté... ouais, on est un petit peu dans cet univers-là, quoi, qui peut foutre un peu les jetons. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un côté... Alors, par exemple, il y a une vidéo qui est la vidéo de la visite virtuelle d'un truc du World Economic Forum. Et donc, ils te font une espèce de caméra comme ça qui se balade dans ce qui doit être un truc pour du Vive HTC, tu vois. Pour le prochain je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont une espèce de truc qui doit être sur Steam, sûrement, tu vois. Qui te permet de charger une espèce d'expo, tu vois. C'est bizarre, c'est comme des expo virtuelle. Ouais, virtuelle. Et dedans, il y a plusieurs trucs qui sont assez basiques. Donc, il y a toute la logique SDGs, c'est-à-dire que tout ça est lié aussi aux Sustainable Development Goals de l'ONU. Tu peux expliquer ce que c'est ? C'est grosso modo des objectifs. On appelle ça les objectifs du millénaire. C'est des objectifs, il y en a une trentaine, autour de choses qui sont assez évidentes, comme l'accès à l'eau potable pour l'ensemble de l'humanité, la réduction de la pauvreté, des choses qui sont assez consensuelles dans le capitalisme moderne. Ouais, sauf qu'on en est loin sur certains objectifs. Voilà, mais que comme tu dis, il n'y a rien sur le comment de ces objectifs-là, mais en tout cas, ils sont clairement énoncés, et les sociétés et les institutions, que ce soit des États ou peu importe, peuvent s'appuyer sur ces SDGs pour aller vers... voilà, bon. Donc, c'est une espèce de framework, en fait, international, fait par l'ONU. Voilà, donc, le World Economic Forum s'appuie là-dessus pour... dire un peu ce vers quoi doit aller le nouveau capitalisme. Ils essayent vraiment de formuler une nouvelle proposition capitaliste en réalité. Mais c'est curieux, c'est-à-dire que ça donne... Ce qui est intéressant dans tout ce Great Reset, c'est surtout, je trouve que c'est vraiment une occasion de
beaucoup mieux comprendre comment cette espèce d'élite internationale voit le monde, en réalité. C'est surtout ça qui m'intéresse dans ces différents documents. Quand tu vas en particulier sur cette vidéo-là en 3 dimensions, tu vas avoir des trucs, notamment sur la propriété privée, qui sont assez intéressantes à un moment. Prédiction pour 2030, tu ne posséderas plus rien et tu seras heureux. Tu vois, il y a carrément marqué ça. Et ils te disent, tout ce que tu voudras obtenir te sera délivré par drone. Et à côté de ça, tu as, par exemple, le problème du carbone sera résolu parce qu'il y aura tel truc, je ne sais plus ce que c'est. Et puis à côté, tu as, en 2030, il y aura 1 milliard de réfugiés. Donc les pays devront se préparer à ça. À cause du changement climatique, notamment. À cause du changement climatique. Tu as une autre prédiction qui est, par exemple, le système de valeur occidentale aura été poussé jusqu'à son point de rupture. Donc il n'existera plus, ce système-là. N'oublions pas le système de check and balances, de contre-pouvoir, le truc américain, là, qui est l'infrastructure de base de nos démocraties, ou un truc comme ça. Je les mettrai, les trucs, les liens vers ces trucs-là. Je fais des captures d'écran, mais bon, tous ces trucs-là... Alors, juste, je t'interromps. Est-ce que c'est bizarre parce que... Est-ce que c'est une prophétie ou une prophétie autoréalisatrice? On a envie... est-ce que ce sont des objectifs qu'ils se donnent? C'est quand même bizarre de mélanger les réfugiés, qui serait un objectif à atteindre, ou en même temps une prophétie. De toute façon, il va y avoir des réfugiés parce que le climat va changer et donc on voit bien que c'est en train de s'accentuer. Ou est-ce que... c'est bizarre, ça fait un peu QAnon quelque part, parce que le gars, il annonce des choses et parfois il questionne. Donc là aussi, il y a une sorte de double langage qui est... Comment tu l'interprètes, toi? Ah non, moi je crois que c'est surtout l'expression de la vision du monde c'est ça. C'est un peu l'opinion moyenne, je pense, de ce milieu-là, quoi. C'est-à-dire que les types disent il y aura 1 milliard de réfugiés. Donc ils sont déjà convaincus. Il faudra réagir par rapport à ça. Qui va pouvoir réagir? Les GAFA, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent gérer 1 milliard d'identités numériques de manière sécurisée, fiable. Et donc on va... commencer dès maintenant à proposer ce qui est d'ailleurs ce qui se fait très régulièrement avec tout un tas de conférences et de publications sur le sujet, le passage à l'identité numérique biométrique pour la planète entière, des choses comme ça. Bon, parce qu'ils ont cette vision du monde là. Ils ont aussi une vision du monde où le système actuel en gros de démocratie libéral capitaliste n'existera plus dans 10 ans. Les mecs ils disent carrément ça, si tu veux. Pour eux c'est donc une prédiction. C'est remplacé par quoi de leur point de vue? Ça j'ai pas vraiment trouvé. Il y a des indices par exemple mais encore une fois c'est qu'une vision du monde. Moi je dis pas que c'est un plan qu'ils ont ça c'est une autre question d'ailleurs, mais qui est tout aussi légitime et qu'il faudrait poser. Mais quels sont leurs plans à ces gens-là? Moi j'en sais rien. En tout cas on peut voir leur vision du monde avec ces choses-là. Il y a notamment et leur vision du monde futur, en fait. C'est pas... c'est ça, comment ils voient les choses. Aujourd'hui, ils voient le truc, ils voient qu'en gros, le système est en train de complètement s'écrouler, qu'il ne va pas s'en remettre, et qu'il faut le remplacer par un autre système. Et donc, ils proposent une vision par rapport qui peut être ce nouveau système. C'est ça qu'ils font. Si tu veux. C'est vraiment ça qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu lis le truc dans le détail, tu t'aperçois que les types ont fait clairement une croix sur le système actuel. Donc ils ont lu en fait tous les scénarios de collapsologie qui sont sortis toutes ces dernières années, ils en sont eux-mêmes convaincus, et ils anticipent en fait, en gros pour pas que tout s'écroule, et pour quelque part aussi, enfin si on veut caricaturer et être un petit peu dans la théorie du complot, c'est eux-mêmes en être, non pas les victimes, mais remplacés par un autre système qui serait le système qu'ils préconisent. Ils sont proactifs. Je te jure, c'est ça. Ils sont proactifs, les mecs. Ils disent, ok, le monde va mal. Non, dead. Y a même... Monde occidental, terminaris. Système de valeurs du monde occidental sera
poussé jusqu'à son point de rupture. Oui, ça, ils le disent. Hein. Oui, ils le disent. Et il faut garder le système des check and balances, qui est vraiment le truc le plus important de tout. On doit juste garder ce truc-là. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, j'en sais rien. Donc, mais ils ont cette vision du monde. Et donc, eux, si tu veux, ils disent, OK, voilà, le truc, c'est mort. Et donc, il faut une nouvelle proposition. Il va y avoir un nouveau système. Bon, qui va être là pour faire un nouveau système ? Nous, on est quand même les gars les plus importants du monde. Donc, on va proposer quelque chose. Donc c'est une sorte de gouvernement transnational, enfin je un truc, pas trop, mais il y a une gouvernance quelque chose de mondiale. Ça. Alors ils le disent pas, mais par exemple, tu as un truc qui a été publié dans le Time Magazine en collaboration avec le Forum économique, le fin octobre, 20 octobre, un truc comme ça, dans lequel ils disent donc que Biden va battre Trump, qui va gagner le Sénat et la chambre haute, la chambre basse, et qu'il va commencer à faire des workshops avec les Européens. Je te jure, c'est marqué comme ça. Donc là, par contre, ça alimente vachement les théories du complot, parce que là aussi, de toute façon, il va être élu, on va s'arranger pour qu'il soit élu, et parce qu'il est nécessaire un autre plan, en gros, c'est ça. Carrément. C'est 2 semaines avant les élections. Et donc, ils vont faire un plan de recovery ensemble, etc. Ils vont government used a digital revolution to improve public services from digital health to e-cards and create a citizen-centered welfare state. Tu vois, les gouvernements vont utiliser une révolution digitale pour améliorer les services publics, de la santé digitale à des cartes électroniques, et créer un système de santé, un État welfare state, c'est l'État-providence, un État-providence centré sur le citoyen. Il y a plein de trucs comme ça, si tu veux. Tu vois, c'est in late 2020, donc la fin de cette année. Le plan, grosso modo, il parle du plan un peu de sauvegarde un peu post-Covid, va aider l'euro à se stabiliser et créer une nouvelle renaissance européenne avec les citoyens qui help à définir l'agenda. With citizens helping to set the agenda. Bon, ça c'est des trucs un peu anecdotiques, mais c'est super intéressant de regarder l'article du Time qu'ils ont fait avec eux, parce qu'ils parlent après de 2023, de machin, de trucs. Ils disent qu'il y aura des énormes civil unrest, des énormes révoltes populaires, machin, ça. Ils décrivent un peu tout ça, si tu veux, de manière... C'est bizarre, c'est pas prophétique, c'est presque comme si c'était déjà arrivé, c'est assez factuel, il n'y a pas d'émotion. Je pense qu'ils ont pris des signaux faibles, comme les gilets jaunes en France, et puis voilà, ils extrapolent à l'échelle. Ouais, il faut un constat de toute façon qui n'est pas difficile à faire, tu vois bien, de toute façon tout le monde peut constater que le système, il ne marche pas du tout comme il devrait marcher. Enfin, que si tu vas juste 20 ans en arrière, ça marchait quand même beaucoup mieux. Il y a un problème, là, on voit bien que le système est en train de muter, qu'il est à bout. Bon. Et donc, il faut une proposition. Et moi, je pense que c'est un truc effectivement très transhumaniste, mais c'est un truc transcommuniste ou communisto-humaniste. Il y a une espèce de... Leur modèle, c'est la Chine, en gros. Ouais, mélange entre le capitalisme et le communisme qui aboutit à une société hyper... efficace en termes de résultats, même au niveau collectif. Bien sûr. Hein, puisque la Chine, on voit rien que sur le climat, et peut-être contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, va être finalement un modèle, parce qu'ils vont réussir à réduire d'une manière drastique leur niveau de pollution. Enfin, ça reste à voir. Hein. Ça reste à voir, mais ils ont quand même un projet qui a l'air très volontariste. Après, ouais. Et tous les moyens pour y arriver. C'est un ami ancien Hiver qui maintenant travaille en Chine, qui me racontait, donc il est d'origine, il est européen, il est lituanien, je crois, et donc il travaille en Chine, et un jour il se retrouve dans le métro, il avait oublié son passeport. Il rencontre des flics, qui lui demandent, vu son look, qui lui demandent son identité. Pas de tête de chinois, ouais. Voilà. Et j'ai oublié, je suis désolé, pas de problème. Ils avaient un simple téléphone. Hop. Ah, vous êtes, monsieur, vous êtes né à tel endroit. Vous êtes passé. Oui, vous êtes. Ils avaient Vitas. tout. Oui, Vitas. Donc, monsieur Vitas, voilà, pas de souci. C'est bon, vous êtes en règle. C'est énorme. C'est en quelques secondes, quoi. C'est dingue.
Dans la rue, hein, dans le métro. C'est pas. Ouais. Donc voilà, c'est une société d'hypersurveillance où on gagne des points. C'est Black Mirror. En fait, on est pas loin aussi de ce qu'on peut voir dans des fictions à la Black Mirror où on est. Alors on n'est plus propriétaire, on est tous dans un énorme. You will own nothing and Voilà. you will be happy. Ouais, alors c'est un peu 1984. Fast forward 2030. C'est marqué comme ça. Tu sais. Ouais. Accéléré vers 2030, tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Non, c'est une vraie question. Est-ce que, vu l'enjeu des problèmes à venir, je pense qu'il y a des gens qui sont tentés par des modèles de type autoritaire. Bah ouais. Parce qu'il y a, mais même, moi j'avais lu il y a plus de 10 ans un bouquin d'Attali qui prévoyait le futur. D'ailleurs, il a prévu pas mal de choses depuis qui sont avérées vraies. Et lui parlait déjà de gouvernance mondiale, pour arriver à résoudre des problèmes qui seraient des problèmes d'ordre la surpopulation. À l'époque, on en parlait beaucoup, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'on pouvait réguler dans certains pays. Mais on voit bien qu'il y a cette tentation d'une gouvernance mondiale. Ouais. Après, moi, je trouve ça très bien. Je suis très internationaliste mais ça fout les jetons quand c'est effectivement. C'est pas bien du tout. T'es malade, toi. Mais si, c'est bien. C'est une gouvernance. On est sur une seule planète. Il faut la protéger. Il faut la sauver. Donc, il faut se mettre tous autour d'une table. Mais c'est la garantie de la dictature. Hein, une gouvernance mondiale. Déjà que les mecs ils pètent un câble quand ils dirigent 60 millions de personnes. Déjà que le moindre mec qui a 10 millions de mecs, qui est président de 10 millions de mecs, il pète un câble. Non, mais si c'est une gouvernance un truc citoyenne, mondial. Non, mais c'est pas Big Brother, c'est un truc mondial. Mais ça va être la dictature, mais à tous les coups, c'est obligé. Donc, t'imagines le pouvoir du truc. C'est la dictature. Mais non, mais parce que, mais je pense qu'il y a une vraie tentation autoritaire. Après, moi, la vraie question une des questions que moi j'ai envie de poser dans cette histoire, c'est pourquoi on n'a pas des gens qui sont plus... pourquoi on n'a pas plus le principe de subsidiarité qui existe dans nos sociétés. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait à l'échelon le plus petit possible doit à la priorité sur les plans locaux, départementaux, régionaux, nationaux, etc. Ça, c'est un truc, tu vois. D'ailleurs, c'était dans le truc que tu as fait avec Aberkan, là, où il parlait de ça. Justement, sur la Suisse, tu sais, un plus petit fonctionnaire local, si son truc résout un problème, c'est plus fort que le règlement qui a été établi par l'administration. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Bien sûr. Les trucs si tu veux, de gouvernance mondiale, déjà, c'est trop compliqué. On voit bien avec l'ONU et tout, etc. Comment tu vas mettre d'accord tu vois, des populations à échelle mondiale? Il y a forcément des mecs qui ne seront pas d'accord. Et je voulais te pousser dans tes retranchements. Bien sûr. En essayant d'apporter un côté totalement utopiste. Un côté fasciste. Non, utopiste, où on est, tu sais, c'est le film... Premier Contact où tout d'un coup les extraterrestres arrivent dans plusieurs, et puis il faut pour décoder le truc, il faut se regrouper, quoi, sinon vous n'y arrivez pas, tu vois. C'est le côté complètement utopique pour protéger votre planète, les gars, commencez par vous entendre et pas vous détruire mutuellement. Donc, mais ce côté utopiste, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, s'il doit y avoir des trucs mondiaux, je pense que c'est là où on est con, je pense, c'est que ce serait à nous de le faire en réalité. Ce serait plus, tu vois, compte tenu du bordel que c'est dans le monde entier, d'essayer de monter un truc de gens qui créent une espèce de conseil mondial informel, mais qui est capable d'émettre des avis, peut-être, tu vois, sur des questions mondiales, l'eau, le truc, les trucs basiques. C'est ce que j'allais dire, tu m'as coupé l'herbe sous les pieds, c'est que je pense qu'il va y avoir... des initiatives à l'échelle locale qui naissent déjà et qui sont des tentatives pour se réapproprier ne serait-ce que la monnaie.
On voit bien que avec des technos qui sont aujourd'hui assez accessibles, sans parler de blockchain, on peut créer des monnaies locales qui ont plus de sens que l'euro ou des monnaies internationales, quoi. Donc on voit aussi un retour vers des circuits courts. On en a beaucoup parlé pendant le confinement, donc du troc, des choses de bon sens en fait. Et des initiatives qui se prennent effectivement, tu as raison, au niveau de certains citoyens engagés, etc. Donc tu en as invité d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, et c'est une question, je pense qu'on va beaucoup discuter pour les prochaines élections, c'est est-ce qu'on peut aller vers un capitalisme vert? Est-ce qu'on peut continuer l'idée de croissance qui soutient quand même beaucoup notre économie, tout en réduisant le CO2? A priori, aujourd'hui, on n'y est pas arrivé, et ça a l'air plutôt d'être incompatible. Et est-ce que la croissance est-ce que la décroissance peut être synonyme, en gros, je vais simplifier, de bonheur en fait? Est-ce qu'on peut avoir du boulot? Est-ce qu'on peut vivre autrement? C'est aussi une question qui mériterait d'être développée longuement. Ça c'est sûr. Non, mais c'est évident que le premier maillon de toute cette histoire, c'est chacun d'entre nous, après avec ses choix de vie, qui se permet de soutenir le système. C'est sûr que et moi je suis persuadé, notre consommation et notre contribution en fait, qui est pas toujours volontaire, mais qui est un peu parce que voilà, c'est agréable qu'on fait comme ça. Oui, et je crois aussi, je sais pas si on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, mais que ce qui nous conditionne beaucoup, ce sont les modèles qu'on a. Les modèles, donc déjà c'est l'éducation que nous ont donné nos parents, l'école, et puis surtout les modèles qui passent par le cinéma, la littérature, les récits en fait. Comment on nous a inculqué quand même depuis plus d'un siècle que le bonheur c'était de consommer. Ouais. Et c'est quand même venu de manière très claire d'un modèle américain, hollywoodien, où on a vu, moi j'ai un copain, Bruno Hischer, qui est critique de cinéma, qui a étudié là-dessus, où il m'a dit, il y a une année très précise, dans les années 10, je crois, non, c'est 1920, ça faisait écho avec notre année 2020, ou en 1919, où il y a un pacte qui se crée entre le gouvernement américain et l'industrie hollywoodienne, où on dit, voilà, il faut promouvoir à travers les films le rêve américain. Donc c'est clair. Et un monde dans lequel on vit avec l'utopie d'une croissance infinie. Ouais, le bonheur dans la consommation. De biens communs et naturels infinis. On a de l'eau, c'est infini. Parce qu'on a toujours... Ça vient d'ailleurs des États-Unis, ou un continent où les ressources sont tellement... Les ressources, et voilà, qui a aussi conditionné cette façon de penser. Ouais, sans doute. Mais là, on a du coup, pour revenir au Great Reset, une nouvelle formulation de la proposition capitaliste, qui est grosso modo de dire on va collaborer, faire des workshops, être avec les citoyens, vont participer, etc. Les entreprises qui ne sont pas responsables devront sortir du système. Ça, ils le disent dans l'article Time Magazine. Et ils disent que ce seront des choix pas évidents à faire parce que c'est difficile des fois de voir si une entreprise elle contribue bien ou pas à un objectif. Oui. Tu vois, donc, est-ce que Gilead va rester dans le truc? La question. La même bonne question. Et par contre, ils parlent pas du tout, si tu veux, de changement des désirs, des besoins de consommation, etc. C'est le paradigme consommation maximum reste totalement d'actualité, puisqu'ils te disent que tu posséderas plus rien et que tu seras heureux, mais que quand tu voudras un truc, c'est un drone qui va te l'amener. Donc ça veut dire que derrière, on a une logistique commerciale extraordinaire. Mais comment ce système se construit en dehors de la propriété privée et qui possède, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui possède au final, donc qui possède, ça c'est une question à laquelle ils répondent absolument pas et qui est quand même très présente dans tous les écrits, ça qui est assez curieux. C'est pour ça que je dis que c'est une espèce de communisto ou transcommuniste. Il y a un côté vraiment bizarre là-dessus.
et une logique assez autoritaire qu'on perçoit quand même derrière. Et puis surtout, la question c'est, ce débat-là, il doit être international et public. C'est pas... Il est pas caché. Pour le coup, Ah non, il ne le cache pas, mais ça c'est très bien. Ils ont publié des bouquins. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de regarder ce que ça nous montre de leur vision du monde. Et surtout, et de leur capacité, si tu veux, parce que c'est des gens qui sont en capacité de traduire dans les législations des volontés consensuelles au sein du sommet de Davos, si tu veux. S'il y a des consensus sur des sujets X, Y, Z, en général, ils sont assez rapidement traduits dans les législations internationales. Donc, bon, c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie influence. Alors, ça peut pas être sur n'importe quoi non plus. Mais, bon, il y a ce débat, d'accord, mais s'il n'y a pas, parallèlement à ça, un débat public, médiatique, autour de comment on va passer la phase de post-Covid et surtout qu'est-ce qu'on essaye de construire véritablement, et ben forcément ce sont des visions qui vont être créées par soit des entreprises, soit des gouvernements, soit des idéologues, soit des machins, soit des trucs qui vont prévaloir. Alors que là, il y a des enjeux qui sont énormes et on voit bien aujourd'hui avec la puissance des technologies qu'on peut vite basculer dans des trucs très autoritaires en finalement pas grand-chose, quoi. Oui, et puis il suffit demain, si tu veux, que tu commences à, par exemple, il y a le passeport santé, tu vois, des trucs comme ça. Et si demain, tu commences à sortir le fait de pouvoir prendre l'avion au fait d'avoir été vacciné Covid ou pas, par exemple, tu vois, tu rentres dans une logique où tu vas conditionner de l'accès à des biens et des services normaux à un comportement. Et donc là, tu ouvres en fait, et c'est ça transparaît, si tu veux, dans toute la communication de leur truc, c'est tout ce qu'ils disent sur la responsabilité des parties prenantes, etc. Du coup, quand tu rentres là-dedans, si tu conditionnes un certain nombre d'accès dans la société de biens et de services, et in fine d'une certaine forme de socialisation, parce que ça va être valable aussi pour des services type école, type cinéma, j'en sais rien, enfin accès à des biens culturels, ou peu importe, et que tu conditionnes ça à un comportement, c'est typiquement autoritaire. Enfin, je veux dire, c'est ni plus ni moins qu'un régime fasciste, communiste, tu l'appelles comme tu veux, mais mais ça veut dire que parce que où ça s'arrête, où tu arrêtes ce truc-là, tu vois, où tu arrêtes ce truc-là. C'est aussi moi ce qui me fait peur, c'est les gens qui savent ce qui crée ton bonheur, en fait. C'est le type, vous allez être heureux parce que vous allez plus avoir des soucis de propriétaire de vos biens, mais on va vous livrer des trucs par drone. Ah ouais, c'est ça l'avenir, c'est génial. Ouais, mais au nom de quoi? Enfin, tu vois, à un moment là, c'est ça qui me fait plus peur que l'idée d'une comment dire, d'un État qui prend de manière un peu autoritaire des décisions, parce qu'on voit bien quand même que quand les États, ou quand les pays n'ont plus d'État, ça part souvent en vrille. C'est dramatique à chaque fois. Voilà, et c'est le privé qui prend le dessus, et donc des inégalités encore plus criantes, etc. Privé, les mafias aussi. Les mafias, bien sûr. D'abord, tout à fait. Avant qu'elles s'institutionnalisent, mais bien sûr. Donc, tu vois, la Libye, les mecs, c'est dramatique. Après, donc on peut pas non plus critiquer trop cet état d'esprit de vouloir quand même, quand tu lis leur programme, il y a des choses qui sont... Eux, ils font leur job. C'est les mecs, c'est une catégorie des gens les plus puissants du monde avec un forum. Ils disent, voilà, nous, le monde, on pense qu'il va être comme ça. Mais toi, tu dis, il ne faut pas être dupe, parce que derrière, il y a forcément... Voilà. Et je dis, attention, parce que... C'est quoi l'embrouille? Il y a beaucoup de trucs très progressistes, séduisants, si tu veux, quand tu creuses pas plus. Tu dis, ah ouais, c'est trop bien, ça et tout. Tu vois, si tu creuses pas plus. Mais en réalité, il y a une vraie vision politique derrière, qui n'est pas dite explicitement, mais ils y disent tellement de choses que tu peux décrypter un peu cette vision politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de faire des trucs, si tu veux, sur les complots pas possibles, les machins, les reptiliens, les trucs, après tu fais les liens que tu veux, c'est infini ces trucs-là. Mais déjà, au moins, de poser la question,
quelle est en réalité l'idéologie qui est derrière, et d'essayer de décrypter ça et d'avoir un questionnement et un débat autour de ça. Bien sûr. Et avoir potentiellement de la contestation et proposer autre chose. Le problème aujourd'hui... Tu vois, justement, c'est sur la place publique, ils montrent le truc, etc. Mais justement, il faut contester cette vision. Qui s'est emparé de ce Great Reset pour lui tomber dessus et le critiquer? Comme par hasard, c'est soit les gens d'extrême droite, tu vois, parce qu'il y a ce côté international, gouvernance mondiale, voilà, un grand classique. Un grand classique. Et puis les gens néolibéraux qui disent non mais attendez, c'est pas à l'État de contrôler ça, en plus souvent lié aux climato-sceptiques, etc. Donc, mais qui sont les écolos qui parlent de Great Reset? J'en ai pas vu, pour l'instant. Mais tu sais que les écolos, le problème c'est qu'ils connaissent extrêmement mal l'économie. Alors voilà, ils sont restés à une formation de l'économie classique des années 50, mais les mecs ils sont très mauvais. Et ils connaissent pas du tout ni l'innovation, ni l'économie, ni les dynamiques de business actuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une multinationale? Ils ont une vision des multinationales des années 80. Tu crois? Beaucoup. Bon, en tout cas, moi, ceux que j'ai fréquentés, franchement, ils sont pas les écologistes. Je parle bien des écologistes politiques, des gens qui font de la politique, pas des militants, si tu veux, mais écologistes qui ne sont pas, mais des gens qui sont dans les partis verts français. J'ai pas trouvé des gens, si tu veux, qui connaissent l'économie du tout. Ils connaissent pas les entreprises, ils connaissent pas les petites entreprises, ils connaissent pas les grandes. Ils ont une vision très fantasmée du capitalisme, du patronat, de la culture du profit, etc. Bon, très caricatural de tout ça. Ils connaissent pas bien. Je pense que c'est pour ça aussi, si tu veux, qu'ils n'ont pas vraiment ils ont capacité de créer un débat autour de tout ça. Et de toute façon, tu le vois bien avec ce à quoi ils sont occupés. C'est des polémiques plutôt autour de trucs sociétaux, sur les fondamentaux de c'est quoi une économie verte, etc. T'entends jamais les écologistes là-dessus, très rarement. Ou tu entends des penseurs, mais ça c'est autre chose, il y en a plein, il y a des mecs super intéressants qui racontent plein de trucs intéressants. Mais dans le champ vraiment strictement politique, il n'y a pas vraiment ça, je trouve. Et pourtant, moi j'aimerais bien, effectivement, comme tu dis, que ce débat-là soit beaucoup plus populaire, qu'on discute de ces questions-là, que ce soit pas effectivement ces gens de Davos et cette espèce d'élite qui décide des 10, des 30 prochaines années. Mais tu vois, c'est là où il y a une ambiguïté, c'est que pour vraiment discuter de ça, il faut acter collectivement, ou au moins entre ceux qui veulent en discuter, que le modèle actuel a aucune chance de survivre. Et que il va y avoir un nouveau modèle qui va émerger. Dans quelles conditions? Est-ce que ce sera dans des conditions dramatiques ou des conditions qui vont prendre une dizaine d'années avec des petites accélérations, des moments un peu compliqués, des petits reculages, des petites accélérations, des trucs, mais qui se fait assez progressivement? Ça, l'histoire le dira. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout si... Mais il faut au moins acter, si tu veux, personnellement et intellectuellement, ça, mais dire, ok, mais de toute façon, le système tel qu'il a marché jusqu'à maintenant, il est mort. Et le nouveau système ne sera pas celui-là. Ce ne sera pas ce système-là. Voilà, ça va forcément être un autre système. Et alors, après, lequel? Quel système? Oui, après, comme tu dis... Parce que, si tu veux, oublions pas que derrière tout ça, il y a un énorme enjeu sur le système financier international. Parce que ça part aussi du principe, on l'a pas dit, d'un reset aussi de la dette, des dettes. Donc tout d'un coup, il y a cette logique effectivement de reset de dette, mais du coup, c'est quoi la contrepartie? Parce que un débiteur, enfin un créancier, si tu veux, va pas dire à son débiteur tu me rembourses pas, ok, non, c'est pas grave, mais allez, à bientôt, pas de souci. Il va demander un truc en échange. Évidemment, mais quand on parle de dette, c'est comme l'explique très bien Gaël Giraud, c'est qui peut à un moment effacer sa dette? Ce sont les banques centrales. Elles sont capables à un moment de dire on réinitialise tout, parce qu'elles sont capables de créer de la monnaie sans s'endetter auprès d'un tiers, en fait. Et donc à partir du moment où toutes les banques centrales se disent bon, ok, on repart, on fait un reset, ça permet de recréer un programme qui serait
En échange de quoi et quels sont les rapports de force qui éventuellement permettent à des États d'imposer ces changements à des banques centrales. Et qui sont ces États, comment ils se sont mis d'accord. Enfin, c'est-à-dire que c'est théoriquement possible, mais aujourd'hui pour quelle vision on n'y est pas, mais si ça se fait, ça se fera forcément dans un certain cadre. Ce ne sera pas la même chose si c'est que les États-Unis qui décident de ça et qui organisent ça, ou si c'est les États-Unis et les Chinois ensemble, ou si c'est que les Chinois, ou si c'est les Chinois, les Européens, les États-Unis, et l'Afrique là-dedans, et ainsi de suite. Enfin, c'est quand même super compliqué. Donc, bon, il y a ce risque-là, bien sûr. Et puis, les systèmes sociaux, on voit qu'ils sont quand même très fragiles aujourd'hui. Donc, il y a une reconfiguration qui va se produire. Et ce d'autant plus que les ressources commencent à manquer sur un certain nombre de choses. On voit bien que les chaînes logistiques sont beaucoup plus fragiles que ce qu'on croyait, qu'elles vont devoir changer, se relocaliser, ainsi de suite. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et est-ce que le système juridique qui encadre le capitalisme actuel va rester tel quel ? C'est pas vraiment sûr. C'est pas vraiment sûr. Et s'il est remplacé, par quoi il va être remplacé et qui va proposer ce remplacement? Donc là, il y a une proposition sur la table, pas très claire, mais quand même qu'elle mérite d'exister de Davos. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est vrai que c'est un vrai. Je pense qu'il faut profiter de du bruit qu'il va y avoir autour du Great Reset pour justement monter des réflexions alternatives, sans tomber dans le complotisme. Mais ouais, on s'en fout du complot. Mais quel complot? De toute façon, soit il y a vraiment un complot et il est bien fait et tu t'en apercevras le jour où en réalité le complot aura abouti parce que tu es indétectable, soit il n'est pas bien fait et à ce moment-là, il y aura des gens qui auront la possibilité de dénoncer objectivement ce complot avec des preuves. Bon. Donc, soit dans un cas, soit tu peux rien faire, et dans le deuxième cas, tu ne peux agir que quand c'est terminé, auquel cas c'est une révolte violente éventuellement, si le truc te plaît pas, etc. Mais, ou si ça se passe avant, il y aura toujours le moment de réagir. Mais creuser cette logique de complot, moi je trouve que c'est pas intéressant sur ce dossier. Non, c'est pas bien ça sûr. qui est intéressant. Mais après, il y a des trucs marrants. Quand tu vois les mecs, si tu veux, qui disent que Schwab est le fils d'Hitler, tu rigoles. Enfin, des fois, quand tu vas sur ces pages, franchement, il y a des trucs super marrants. Ah, il y a des trucs intéressants aussi. Mais bon, c'est pas le sujet, quoi. Le vrai sujet, c'est quoi la vision du monde de ces gars-là. C'est sûr. Et du coup, quelles sont les autres visions alternatives? Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, la théorie du complot a une force au niveau de l'imaginaire énorme. Et que quand on parle aujourd'hui de Great Reset, on n'a que oui, c'est le complot mondial, Bill Gates qui fait des vaccins et machin, et c'est le copain de Schwab, etc. Ouais. Donc toi tu dis et là toi tu dis on a un Elohim qui apparaît. Toi tu dis en fait non, au contraire, regardez ce qu'il y a derrière, prenons les faits, essayons de creuser. Oui, tu as raison. Il faut, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette émission, sans être ni économiste, ni spécialiste de la question, mais parce que tout le monde peut avoir un avis sur comment on va, voilà, par rapport à cette problématique actuelle, comment on arrive à se retrousser les manches, qu'est-ce qu'on fait? Je crois toujours beaucoup au fait qu'il faut agir, penser, faire des grands plans. C'est très peut-être old school mais en même temps on peut pas ne rien faire. Donc comment on agit à notre niveau, comment on crée soi-même les conditions d'un futur non pas simplement égoïste mais commun, avec collectif, inscrit dans un projet collectif. Quel projet collectif? Ouais, tout à fait. Et je crois que dans cette réflexion il faut intégrer comment j'organise mes sources de revenus, le fait de gagner ma vie dans ce système. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinairement compliqué, mais c'est un enjeu qui est majeur pour la suite. Ouais. Ne serait-ce que la question... C'est ça qui va modifier les systèmes économiques au final. Parce que s'il y a 10-15% des gens qui franchissent un seuil critique en créant une nouvelle façon en réalité de générer des revenus, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, savoir aussi travailler avec ses mains, ce que toi tu sais faire et ce que je ne sais pas faire. Par exemple, installer un lavabo, voilà, c'est ça le futur. Tout à fait, l'ami. Sur cette phrase historique,
On va monter Rapa Plomberie. Voilà. Tu voulais encore parler d'autre chose ou je pense qu'on a fait le tour. On va regarder sous le pied pour la prochaine émission. Voilà, c'était les veilleurs du net. Il y aura un petit point Q à faire quand même. Je tiens à le préciser. Ah oui. Mais on garde. Notre ami Q a été muet pendant quelques jours. Ouais, mais il n'a pas dit son dernier mot. Tout à fait. Il nous annonce un truc. Un petit point à faire. Et puis il y a plein d'autres sujets aussi. Mais donc c'est pas les sujets qui manquent. Et je vais faire un dernier plan sur notre ami l'Elohim. Voilà, superbe. C'est un rayon de soleil dans la caméra. C'est tellement beau. Merci Eric. Merci Antoine. Et à très bientôt pour la suite de ces informations que, bien entendu... Les veilleurs du net. Voilà, nous vous demandons de garder pour vous, bien sûr. Soyez prudents dans la distribution de ces informations. À bientôt, bonne journée et bye bye. Bye.